J'ai perdu l'idée ici, non? Mais M. Charest vient de parler l'influence du capitalisme en général, ou de l'organisation de l'économie. Justement, bien sûr, la pub, d'une certaine façon, a pu enrichir, apporter des choses à l'art. Un monde d'image, oui. Oui. Les surréalistes en sont en image. Mais et le marketing, ce n'est pas un risque ou... Où il y a l'art, où il y a le marketing. Où finit une autre, il commence l'autre, c'est un truc qui me parle beaucoup, qui me touche. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à cette démocratisation de l'art? Qui plus est avec la question de la démocratisation, la publicité s'adresse au plus large public possible ou à un public ciblé, maintenant, semble-t-il. Je ne sais pas. Ce n'est pas le roi. Ce n'est pas le roi maintenant. Ce n'est pas le roi qui dit à Velasquez, tu vas faire ça, je veux un tableau de ma famille et de mes enfants. Il me semble que c'est maintenant le marché qui dit. Il ne le disait même pas, lui, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, il y a une injonction certainement diffuse depuis longtemps. Il y a une révolution. Pour moi, il y a une imprégnation de forme. Je n'ai pas saisi la question. Non, où commence et où finit quelque chose comme le marketing par rapport à l'art. S'il y a une influence de la publicité et du monde de l'économie en général sur l'art, plus qu'une influence de l'art sur le monde de l'économie, au moins depuis 50 ans, depuis l'après-guerre, où serait la limite entre marketing et art? Surtout un art qui se promeut, qui a comme caractéristique de se promouvoir, de faire parler de lui. Et on le voit avec ces grands artistes de la vente aussi, que sont des artistes contemporains comme James Koons, sont des gens, ou même Buren, sont des grands professionnels de la promotion de soi et de la vente de soi. Alors l'artiste étant connu aussi pour avoir une capacité à séduire, à se mettre en avant, et au fond à faire un pas de deux avec les puissants de ce monde, à tort ou à raison, mais les puissants de ce monde, qui sont donc nos hommes richissimes aujourd'hui, qui s'engagent dans l'art comme jamais, semble-t-il. On n'avait pas les hommes les plus riches du monde il y a 100 ans à la tête de grandes collections et à la tête de grandes fondations. Alors ça s'est fait avec les États-Unis, mais un peu après coup, parce qu'ils ont acheté de l'art, ils ne l'ont pas promu. Bon, les surréalistes, effectivement, ont rencontré Guggenheim, mais là on a une autre opération. On a des gens qui sont aussi, je ne sais pas si c'est encore le cas, des propriétaires même des salles de vente. Ces deux milliardaires français, François Pinault et comment s'appelle-t-il, donc Bernard Arnault, les propriétaires des salles de vente. À défaut d'avoir un art français à promouvoir d'ailleurs, ils avaient la force de frappe capitalistique à l'américaine, mais ils n'avaient pas beaucoup d'artistes français qui étaient dévalués, et eux-mêmes étaient donc internationaux. Alors eux-mêmes, leur influence est évidemment marquante, mais ils n'ont pas encore imprégné véritablement le courant de l'histoire de l'art, puisqu'ils ne font qu'enregistrer les courants qui ont déjà été exprimés depuis 10, 20 ou 30 ans. Le problème de la relation entre art et marketing, c'est un problème que Duchamp a posé dès le début, je crois, parce que moi j'en fais l'inventeur, d'une certaine manière, de l'éclatement de l'œuvre d'art, de l'art en marketing, publicité et relationnel. L'art contemporain, ce n'est plus que ça, avec des formes visuelles. Si je veux être très critique, très négatif. Donc c'est l'art capitaliste à l'état pur. La pureté revient. Là je deviens radical, je l'ai exprimé devant Derrida sur la question de la mondialisation. J'avais mis les pieds dans le plat, parce qu'à l'époque, là, il n'y a même pas besoin de prendre des gants par rapport à l'art contemporain. Au fond, je ne disais pas qu'il fallait désaffilier, parce qu'il fallait au moins le bousculer avant de considérer qu'il fallait... Il y a eu une querelle de l'art contemporain dans les années 90 en France, qui a été étouffée littéralement par toutes sortes d'intellectuels. Il y a des gens comme Baudrillard qui ont mis les pieds dans le plat. Baudrillard qui est pourtant Andy Warhol, mais qui n'aime pas beaucoup l'art contemporain, qui aime pour Andy Warhol parce qu'il aimait une certaine Amérique, jouissive, du bonheur, etc. C'est pour ça qu'il aimait ça. Bon, il a retenu ça dans Andy Warhol, le relationnel justement, plutôt que le reste. Mais enfin, il ne dit pas grand-chose sur les images et les inventions supposées plastiques de Warhol. Et lui-même n'est pas féru d'art capitaliste au sens large, mais comme critique nuancée, issue de Guy Debord, d'un certain capitalisme, il a quand même refusé le patronage que lui offraient les artistes américains, justement comme Koons, Sidney Sherman, au Whitney Museum. Il leur a craché, il a refusé le patronage qu'on lui offrait, à savoir, il était considéré comme le père d'un mouvement dit simulationniste, en référence à sa pensée de la simulation, du simulacre, lui-même disant non, j'ai rien à voir avec tous ces gens-là. N'importe quel petit intellectuel français de l'ordre se serait laissé porter immédiatement par ces artistes-là. Lui, non, il les a pris de haut, au Whitney Museum,
Il est venu là-bas pour leur dire, hein, et il aimait bien l'Amérique, il n'était pas du tout gêné pour leur dire. Et puis ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là jusqu'à un certain point. Dans sa chronique Rebond de Libération, il a dénoncé un art du délit d'initié que serait l'art contemporain. Pour le comprendre, il faut en amont posséder l'opération de promotion, donc de marketing. Il appelait ça le délit d'initié. Donc c'est jamais n'importe quoi, puisqu'à fin de compte, c'est organisé de façon à séduire dans un certain sens, avec une pratique, une organisation, une mise en place, une défense, etc. Il y a des outils conceptuels, des outils muséographiques pour promouvoir un art, et surtout une force de frappe financière. Pour lui, c'est un délit d'initié. Et puis c'est un art qui se veut nul. Mais alors il jouait sur le mot, évidemment, qui se veut nul au sens où il se veut de plus en plus quotidien, de plus en plus proche dans l'inframas de ce qui existe. De plus en plus proche donc des grandes surfaces, parce que pour moi, évidemment, un homme comme Andy Warhol, mais aussi Duchamp, depuis les expositions universelles, n'ont fait que répercuter l'esthétique industrielle de la production en série sur l'œuvre d'art. Et c'était les premières réflexions de Baudelaire. Et c'est ce qu'a dénoncé, évidemment, également Baudrillard. Si la marchandise est une œuvre d'art absolue, la marchandise produite en série est l'œuvre d'art absolue, c'est terminé. On ne voit pas pourquoi on ferait ça, d'ailleurs. Pourquoi ça plutôt que rien? La question se pose. Sinon, pour faire un marchand, marchandise de luxe, il faut quand même garder les positions sociales, puisqu'il reste des hyper riches. Les hyper riches consomment des objets qui soient à la fois de série, mais au-dessus de la série. Donc des boîtes Brio, c'est quand même plus cher que la boîte Brio qui sera là. Donc ce n'est uniquement que de la différence sociale pure. Et d'où la mode aussi qui peut être très critiquée. On a toujours même des choses faites main. Enfin, on a encore une culture artisanale très chère, des tissus très chers, mais pour une forme de plus en plus contestable, peu inventée. Pop aussi, en ce qui concerne Gauthier par exemple. Et c'est normal, il n'y a plus de révolution plastique depuis 30 ou 40 ans. Alors le pop, ce n'est que ça. Et on peut le voir uniquement comme cela. On peut le voir comme un art capitaliste pur. Comme que les Américains n'ont même pas inventé, ils ont fini par influencer en détruisant leur propre art. Pour une fois qu'ils avaient des peintres, quelques temps, après c'est fini. Ils ont tué leur dernier peintre, leur dernier peintre. Mais c'est ça. Alors évidemment, Adorno n'était pas loin de le penser. C'est-à-dire que le monde des intellectuels à l'égard de l'art contemporain, et qui l'ont vu naître dans les années 60, n'était pas loin de penser ça. Moi, je m'appuie également sur Adorno, qui fondamentalement voyait dans le happening, par exemple, une réification suprême, à force de se vouloir pur, mauvais sens du terme, cette fois-ci au sens de Greenberg, c'est-à-dire une purification, c'est pas mon cas. C'est pur de toute littérature, mais c'est pas pur de la vie et de la littérature au sens large. Enfin, la peinture n'a pas à se préoccuper de ces poèmes-là. Il y a eu avec la mode, on parlait de Delaunay, mais Sonia Delaunay également a transporté le simultanéisme dans le costume féminin. C'est dommage d'ailleurs que ça ne se soit pas perpétué, parce que ces robes appelées simultanées est devenue presque une sorte de marque de fabrique à un certain moment pour les Delaunay, et ils ont fabriqué des robes, des costumes simultanés. Je ne sais pas si tu as vu ça. Mais il y avait le roman simultané, c'était plus problématique, le roman simultané. Mais c'est allé. Alors là, une œuvre en commun. Le plus affreux malgré tout, c'est la marque, c'est le nom de Picasso donné à une automobile Renault. Là, ça prouve bien que l'art est un produit luxe c'est ça, suprême. Mais il n'a plus besoin d'inventer de forme, au fond. C'est la puérilité, le ridicule. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait de crise boursière. De l'alliance qui a eu lieu en 90, on l'oublie. Il y a une crise de l'art contemporain en France en particulier, c'est parce qu'il y a une crise boursière de l'art contemporain en 90. Les codes se sont effondrés. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs. On s'est demandé si cet art-là était si intéressant que ça, notamment en France, puisque la France avait décroché. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Toute la partie de l'éducation sentimentale qui est consacrée à la fortune et aux avatars de l'industriel Moreau, qui était en même temps un fondateur de journal, qui écrit pour l'art et l'industrie. Cette idée de l'art et l'industrie, c'est dès 1850, ce sont des alliances qui sont considérées comme parfaitement allant de soi. Ça a connu des avatars, ça a disparu ensuite. Il y a eu des séparations,
mettons, à l'époque épique de la peinture individuelle, comme celle de Van Gogh, de Cézanne, bon, il y a eu une séparation, mais ensuite cette séparation a disparu, puisqu'ensuite la laitière de Vermeer est devenue a été rachetée. Ça n'est pas revenu à Vermeer, je ne sais pas à qui c'est revenu, l'argent de ces produits laitiers avec la laitière de Vermeer. Mais elle a survécu. Au moins, ces peintures-là peuvent survivre à ce genre de choses. C'est pas trop grave. C'est pas trop grave pour elle. Eh bien, alors c'est pas grave. On en parlera peut-être, puisque nous revenons par là au XIXe siècle, et également à l'art de cette époque, et aux problèmes esthétiques de cette époque, et celle de Fourier, dont on parlera, je le rappelle, parce que ça va être très difficile de maintenir une publicité pour le 4 juin, où il y a notre dernière séance avec Florent Perrier, qui est l'auteur d'un livre très intéressant sur l'utopie et sur Fourier, sur Charles Fourier, de sorte qu'on terminerait en beauté avec cela. Je ne sais pas si ce séminaire va continuer. Je ne sais pas du tout, parce que parce que l'année prochaine, il faut que me soit accordé. J'ai compris que l'on accorderait. On ne me donne pas d'argent pour ça, rassurez-vous. Mais une salle, avoir une salle, c'est également quelque chose de tout à fait important. Et être inscrit au programme. Donc je ne sais pas si ça va se perpétuer, parce qu'il faut, avec les réformes des programmes, il faut avoir des doctorants. Or, des doctorants, moi je n'en ai plus. Le dernier, c'était Nathalie Perrin. Et Constantin, c'est ça. Donc, tous ces doctorants ont disparu, je ne sais pas où ils sont allés. Alors, si je n'ai plus de doctorant, je ne sais pas si l'école doctorale m'accordera la faveur d'avoir un séminaire, c'est ça. Je ne sais pas, j'ai demandé à Patrice Vermeyren et à Doyer, bon, qui sont favorables à cela. Seulement, vous savez bien qu'à l'heure actuelle, tout dépend de ces instituts, écoles doctorales, laboratoires, etc. Tout passe maintenant par ces instituts. Moins il y a, on pourrait dire, d'enseignement, plus il y a d'instituts. Bon, donc, il faudrait faire un effort, ça je vous le demande, dans la mesure de vos moyens, mais c'est nous qui tâcherons de le rappeler aussi, que pour que le 4 juin, dans 15 jours, il y ait quand même du monde pour Florent Perrier. Et on n'a pas pris, et que l'on puisse le photographier. On aura toujours ça. On aura toujours ça. C'est pour le mettre en ligne. Ah bon? Mais alors là, on n'a pas vu assez dans cette photo de Nicolas de Staël. Ah, eh oui, c'est vrai. Je pensais pas que... Eh oui. Ça aurait été bien, tout à fait. C'est toujours plus agréable de voir en même temps. Il nous faudrait faire. Ça ouvrirait des perspectives. J'avais oublié effectivement que... Je ne sais pas s'il y a des... il référait autant à de Staël. Il nous faudrait faire une monographie de Nicolas de Staël. Toi, tu es fort là-dessus. Tu pourrais peut-être faire, si pour l'année prochaine, c'est pas mal, une monographie de Nicolas de Staël. Ou une monographie, ou se concentrer sur un tableau. Ce qui n'empêche pas la monographie d'ailleurs pendant une partie. C'est sur un tableau, ça serait encore mieux, oui.
Ça serait pas mal, ça. Enfin, sur une œuvre, d'ailleurs, en général. Eh oui. Ça serait pas mal. La passion d'une œuvre. Oui, La passion d'une œuvre qui vous a touché, qui vous plaît particulièrement. Et donc, vous pouvez parler pendant une heure. Parce qu'il est connu, mais on ne peut pas dire qu'il soit... Il n'a pas fait beaucoup d'œuvres, d'ailleurs, puisqu'il est mort jeune. Il a pourtant beaucoup peint par rapport à la durée de... À une quarantaine d'années. Sa vie active d'artiste. Oui, il est mort à 40 ans. C'est ça. À peine 40 ans. À peine 40 ans, 39 ans. Mais il n'a pas intensément pendant 10, 15, 20 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a peint très intensément, il a beaucoup peint. Ah oui. Je ne sais pas combien on a Parce qu'on n'a pas vu. Plus à 100 000 tableaux. À quel endroit y a-t-il le plus d'œuvres? Moi, celui que j'ai, il y a quand même beaucoup de choses dedans. Ben oui, il a une œuvre prolifique quand même. Tu le connais, toi? Non. De Stel? Oui. C'était bien René Char en plus. C'était au Havre, c'est ça? Hein? C'était au Havre. Et j'avais vu l'exposition au Havre, mais j'ai pas vu celle dans le Midi, mais c'était belle. À quel endroit? Ben, l'année dernière, il y avait des expositions. Oui, en Normandie. À l'occasion d'ailleurs de sa mort, sa naissance, je ne sais même pas, bon, peu importe, si je puis dire, c'est pas grave. Et il y avait 2 expositions intéressantes quand même. Exposition au Havre, celui-là il a peint en Normandie aussi, et puis une autre exposition donc à Antibes, avec son atelier. Ah, là, c'est ça. Je crois que c'est Antibes. Il avait son atelier. Et il y avait des nus plutôt, des nus et des paysages du sud, donc très, très relevés en couleur, mais ces nus étaient là. Et puis il y a le musée Picasso à Antibes. Il y a le musée Picasso où on trouve le concert. Voilà. Et quelques tableaux quand il veut bien les sortir. Le concert se trouve plutôt là-bas, il n'est pas... Non, le concert est à Antibes. À Antibes. Au musée Picasso. Il a toujours été à Antibes ou... Ah bah ça fait des années qu'il y est. D'accord. Parce que je l'ai découvert à Beaubourg, moi je croyais qu'il était à Beaubourg. Ouais, non, plus je pense. C'est ça, alors, il est resté quelques temps à Beaubourg. Oui, donc son dernier tableau est là-bas, il est immense. Hein, Ah oui, il est très fluide. Alors évidemment, il peignait de manière très très fluide. Et pour certains, il aurait perdu quelque chose. Au sens où sa matière se diluant, c'est aussi une perte pour un peintre comme lui. Il y a certainement quelque chose qui pouvait le faire vaciller. Et puis il se rapprochait plus du sujet sans rentrer dans la forme pour autant. Il restait dans des constructions, dans les... Donc il y avait quand même... C'est une peinture de transition. Toujours aussi extraordinaire, moi je suis un inconditionnel. Mais évidemment, ça appelait autre chose. Notamment avec ses nus d'ailleurs. Et on ne sait pas ce qu'il aurait fait par la suite. On ne sait absolument pas ce qu'il aurait fait. C'est dommage, parce que des peintres comme ça dans les années 60, bon, ça compte des gens comme ça aussi. Ça manque après. Même Pollock, il y a quand même plein de peintres abstraits qui avaient des choses à dire, sans doute, et ils sont disparus naturellement. Qu'est-ce qu'ils auraient fait dans les 60 ? Ils auraient pu résister peut-être à cette culture mainstream. Ils auraient peut-être été quand même capables de garder le flambeau. Et on sait pourquoi il s'est suicidé. Ben, je te dis, il y a 3 hypothèses. La première, c'est qu'il a quand même eu une crise picturale. Il n'avait plus la force de peindre. C'est quand même quelqu'un qui s'usait énormément à la peinture, comme Van Gogh. Parce que peindre avec cette intensité-là, c'est vrai que là, les coloristes se brûlent par les deux bouts, se consument vraiment, ça c'est incontestable. Justement, parce qu'ils n'ont pas la forme. Van Gogh l'avait un peu plus. Mais donc, comme il joue son va-tout dans la couleur, dans la matière et dans la composition, il n'a pas le recul avec la forme. Parce qu'avec la forme, on peut toujours s'éloigner un peu de la couleur et revenir après. Là, il est dans l'intensité maximale de l'accord de ton. Et un accord de ton, ça se détruit encore plus facilement que le reste. Donc, rien détruit une harmonie colorée, qui a son maximum d'intensité, de justesse. Non, je veux dire, il disait qu'il perdait tous ses moyens. Il a écrit une lettre pour dire qu'il n'arrivait plus à peindre. Il s'est fait tuer pour des raisons picturales. En tout cas, c'est la version la plus connue. La deuxième, c'est qu'il aurait eu un amour déçu, que je ne savais pas, à ce point-là. Une certaine Jeanne, qui était la femme de son meilleur ami, Jacques Dubourg. Et là, apparemment, les femmes l'ont toujours aidé. Hein. Il a quand même été très protégé par les femmes. Donc là, c'est un amour particulièrement déçu. Alors qu'ils vivaient tous les 3. Enfin, vraiment, ils vivaient ensemble, ils voyageaient. Donc là, et justement, il a rendu des lettres d'amour. Alors, je ne sais pas si c'est les siennes ou celles enfin, une correspondance. La correspondance, il a rendu à ce Jacques Dubourg en disant « Vous avez gagné ». Donc c'est quand même assez terrible. Il y a quand même une histoire d'amour en même temps. Je crois qu'il y a plusieurs facteurs. Le troisième. Et la troisième, du coup, elle m'échappe la troisième. Qu'est-ce que c'était la troisième? Suite au prochain.
Qu'est-ce que c'était? Le troisième, c'est qu'il se passe suicide. Ah, il y a des gens qui Ça devient un polar, là. On voit l'anglaise, là, qui... Van Gogh aussi, d'ailleurs, c'est pas très... Est-ce qu'il s'est vraiment tué? Du coup, il y a d'autres interprétations. Oui, ça, c'était... D'autres interprétations. Enfin, il y avait une violence très grande également de son C'était côté. aussi assez... Il s'en est pris plus d'une fois à son corps, hein, on le sait. Mais selon certaines hypothèses, au fond, le coup se répartit, enfin, c'était pas très précis. C'est une perte considérable, parce qu'on imagine la peinture. Qu'est-ce qu'il aurait fait 10 ans de plus? Lautrec aussi, il y a des morts prématurés quand même. Qu'est-ce qu'ils auraient fait, ces gens-là? Zourabichvili également, mais c'est pas un peintre, Zourabichvili. Mais j'y pensais parce que quelqu'un me rappelait son suicide. Il s'est jeté aussi par la fenêtre. Il s'est jeté, et là aussi il s'est jeté. C'est affreux, quelqu'un qui se jette. Il y a 10 ans. Oh, ça me fait peur. François Zourabichvili. C'est dramatique. La mort suit de très près, évidemment. Deleuze. Enfin, là, c'est la maladie, quand même. Un peu particulier. La maladie, une souffrance physique. Comment? C'est la maladie, là, qui Oui, et oui, c'est ça. C'était l'intolérabilité de sa situation vitale, mais qui quand même n'en est pas moins. Ne demande pas moins à un certain moment de décision, de rupture tout à fait particulier quand on se jette dans le vide. Je parle en pas de ça. T'arriverais pas, toi. On s'imagine pas, on s'imagine pas. Pourtant, d'une certaine hauteur, chez toi. On s'imagine pas. Je te l'envoie par... Voilà, c'est un brouillon. Je te l'envoie un fichier, si tu veux. Je te remercie d'être là, c'est gentil. Mais tu poses pas de questions trop gênantes, souvent. Monsieur Scherer, Tony. Il y a des choses qui te concernent. Ah, et oui, oula, malheureux. Et oui, il ne faut pas le dire. Très intéressant. Ça a marché, on a ça. des destins tragiques. Et là, Pasolini, qui a été